C'est super de passer juste après Jean-Baptiste, puisque je vais vous présenter les premiers résultats très préliminaires de régime alimentaire qu'on a obtenus à partir des échantillonnages qui ont été faits en Poitou-Charentes. Moi, j'ai repris la même diapositive. Il y a les deux premières slides qui sont communes à ce qu'on a vu hier. Donc, pour faire du barcoding et du méta-barcoding, il faut se référer à une base de données. Alors, toujours pareil, si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à les poser. C'était très bien hier, c'était assez interactif. Par rapport à une question qui a été posée hier concernant le nombre d'espèces et de séquences référencées dans la base de données Barcoding of Life. Donc j'ai vérifié ce matin au petit déjeuner. Il y a 5 millions de séquences barcode qui ont été référencées et qui sont présentes dans la base de données. Il y en a à peu près la moitié, 2 500 000, qui sont identifiés à l'espèce. Le travail d'identification morphologique a été réalisé. Et ça correspond à 174 000 espèces. Voilà. Les identifications dans cette base de données, le travail de collecte sur cette base de données n'est pas homogène à travers le monde, c'est surtout les pays occidentaux. Il y a des gros trous, notamment en Afrique. Pour la petite histoire, on est en train de travailler au laboratoire sur des régimes alimentaires, sur des réseaux trophiques dans des champs de mil au Sénégal. Et ça marche beaucoup moins bien que de faire du régime alimentaire de chauve-souris en France. Bon, voilà, parce que les inventaires et surtout les séquences dans ces pays-là n'ont pas forcément été faites pour le moment. Ah, et une autre chose qui a été un peu évoquée hier par Emmanuel Corse et qui est un peu bloquante au niveau de la base de données BOLD, c'est que sur ces 2 millions, sur ces 5 millions de séquences, il y en a à peu près que 1 million qui sont publiques. Donc on peut rapatrier à la maison pour pouvoir faire des analyses, sinon il faut passer par l'outil d'identif à travers le site web de BOLD. Et ça pose des gros problèmes, notamment quand on fait du méta-barcoding et qu'on obtient des jeux de données très importants avec beaucoup de séquences différentes qu'on cherche à identifier, parce qu'on est obligé de faire ça manuellement à travers l'outil BOLD si on veut avoir accès à toutes les espèces qui ont été identifiées. Alors les chercheurs font ça pour garder leurs données, le temps de valoriser leur travail et de publier, ce qui est compréhensible, mais du coup ça ralentit pas mal le travail. Il y a plein d'espèces qui sont disponibles dans la base de données et où on peut identifier nos séquences si on utilise l'outil. Je vais peut-être vous montrer très rapidement, c'est quand même important à quoi ça ressemble l'outil d'identification BOLD. Voilà. On sélectionne la base de données qu'on veut utiliser, donc soit du CO1 pour l'identification animale, de l'ITS pour les champignons, ou des gènes RBCL et MATK, donc des gènes chloroplastiques pour identifier les plantes. Et ensuite, on sélectionne le type de séquence à laquelle on veut confronter notre séquence. Donc soit toutes les séquences qui sont enregistrées dans la base de données, dont certaines ne sont pas encore identifiées, où les spécimens n'ont pas été identifiés par les taxonomistes, soit uniquement les séquences, les 2 600 000 séquences qui sont identifiées à l'espèce. Donc généralement c'est plus pratique. Soit uniquement celles qui sont publiques et pour lesquelles on peut récupérer les séquences. Et donc quand on appuie sur ce bouton-là, pour tout mettre, donc là j'ai rentré une séquence d'un mini barcode de CO1 qui a été produite sur une crotte de chauve-souris. Là on voit que dans les résultats, j'ai 100% d'identité avec l'espèce Plecotus auritus. Voilà. Et la deuxième espèce qui arrive après ça, c'est Myotis silicla, enfin Myotis à 88%.
Donc la bonne espèce, a priori, et normalement la base de données doit me l'indiquer en haut, voilà. L'identification est solide, donc on a bien affaire à cette espèce-là de chiroptère. Si on arrive à rapatrier le fichier taxonomique et le fichier de séquence qui sont utilisés dans cette base de données-là, on pourrait faire des choses de manière un peu plus automatique, quoi. Donc, petit rappel de la chaîne de traitement des échantillons. Après l'échantillonnage, on extrait nos échantillons, on récupère l'ADN et on réalise une PCR un peu particulière en 2 étapes. Une première étape où on amplifie le gène COE1 qui va nous servir à identifier les régimes alimentaires, mais aussi l'espèce de chauve-souris à laquelle on a affaire. On vérifie les amplifications PCR sur un gel d'agarose. On mélange tous nos produits PCR parce qu'ils sont étiquetés. On arrivera à les reconnaître après au niveau du séquençage et à savoir à quel échantillon appartient la séquence qui a été produite. On sélectionne par excision sur un gel d'agarose la bande et la bonne taille qui correspond à notre gène COE1. On a vu hier qu'on pouvait parfois amplifier des choses qui ne sont pas tout à fait spécifiques et qui peuvent être autre chose que du COE1. Cette étape-là permet de vraiment cibler le gène qui nous intéresse. On quantifie le matériel qu'on doit charger sur notre séquenceur et ensuite on analyse les données avec un cluster de calcul. Il y a des étapes préliminaires à l'identification avec Bolt pour nettoyer le jeu de données de séquence. Emmanuel Corse vous a un peu présenté ça hier et on travaille un peu de la même manière. Donc, ce qu'on voulait faire là, avec l'approche qu'on a développée, c'était à la fois identifier à partir des crottes de chauve-souris l'espèce de chiroptère à laquelle on a affaire et son régime alimentaire. Pour calibrer cette méthode-là, c'était très bien d'avoir des échantillons de fesses récoltés sur des animaux capturés, parce que l'identification à l'espèce était déjà faite et on a pu vérifier en fait la qualité des identifications qu'on obtenait au niveau moléculaire. Donc, ça a permis de calibrer la méthode et maintenant on peut éventuellement travailler sur des échantillons non invasifs qui sont ramassés dans les cavités. Vous testez les chauves-souris, ça. Comment ? Vous testez chauve-souris. Pour le régime alimentaire, on a fait un autre test que je vais vous présenter un peu plus loin pour calibrer la méthode et la qualité de la méthode pour le régime alimentaire. Et du coup, juste j'aurais eu l'impression que les amorces des chauves-souris, c'était déjà disponible sur GenBank ou Gold. Vous avez dû les refaire ou juste vraiment... On a fait des amorces particulières. Ouais. Il n'y avait pas tout en fait, il n'y avait pas tout dispo déjà. Il y a une amorce qui fonctionnait très bien, qui est l'amorce qui est généralement utilisée pour amplifier le gros fragment du gène COE1 qui fait 650 bases. Il y en a une autre qu'on a légèrement modifiée, qui est une amorce un peu plus interne parce qu'on a choisi d'amplifier un très court fragment qui permet d'amplifier l'ADN, y compris pour des échantillons très dégradés, dont l'ADN est très fragmenté. Donc cette amorce-là, on a dû la redéfinir un peu pour qu'elle soit efficace à la fois sur les chiroptères et sur les insectes. Mais toujours sur CO1 ? Toujours sur CO1. C'est un principe général, en fait, c'est que même s'il est versé des séquences dans Bold ou GenBank, ça vaut toujours le coup de... Surtout si on a un a priori de ce qu'on veut amplifier par PCR. On rapatrie les séquences des espèces qu'on s'attend à trouver dans nos régimes alimentaires, on les aligne, on les compare les unes aux autres et on regarde si les amorces qui sont publiées permettent de s'accrocher sur l'ensemble de ces espèces-là. Si ce n'est pas le cas, on peut modifier légèrement l'amorce PCR pour faciliter l'amplification de telle ou telle espèce qu'on sait être présente sur le terrain d'étude. Ce qui m'étonne, c'est que vous utilisiez la même amorce pour les chiroptères et pour les arthropodes, ouais, alors qu'on est quand même sur des groupes qui sont quand même très... Tout à fait. C'est un peu le... Vous utilisiez deux amorces différentes. Alors Emmanuel Corse, effectivement, hier a présenté trois jeux d'amorces qui permettent d'amplifier des arthropodes un peu différents et pas l'apron.
Nous, effectivement, on est sur des amorces un jeu d'amorces qui permet d'amplifier un peu tout, mais avec certains biais, on va le voir. Donc, on a fait un test, entre guillemets, hein, sur 363 prélèvements, donc ça commence à être un gros test, et 16 espèces de chauves-souris françaises, du coup, insectivores. C'est de Poitou-Charentes, hein, c'est ça. J'ai testé différents kits d'extraction d'ADN pour pouvoir les comparer et choisir le plus performant. Donc on a choisi d'utiliser un mini barcode Cohen qui avait déjà été développé dans le cas du décement des Pyrénées pour étudier le régime alimentaire du décement des Pyrénées, donc au CBGP. Et on a vérifié que les amorces allaient bien fonctionner sur nos chiroptères. Et c'est un mini barcode dont on sait qu'on est capable d'amplifier à la fois les arthropodes et des vertébrés, des mammifères. Et en l'occurrence, dans l'étude du régime alimentaire, là, donc, dans cet article-là, je ne sais pas si c'est trop détaillé, mais en fait, on avait des centaines d'échantillons de fesses qui ont été récoltés de manière non invasive, et il y en avait une grosse partie qui n'appartenait pas à des décements. Donc, d'où l'intérêt d'amplifier, d'avoir un test qui permet également d'identifier l'origine du fesses, l'animal à l'origine du fesses. Donc on a utilisé la méthode que je vous ai présentée hier en 2 étapes de PCR et on a, comme dans le cas de l'étude d'Emmanuel Corse, utilisé de nombreux contrôles négatifs, positifs, des triplicats systématiques d'analyse, triplicats indépendants pour valider filtrer les données, valider les données produites. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir quand on fait ce type d'études de métabarcoding. C'est très très important d'inclure un grand nombre d'échantillons de contrôle, de témoins négatifs, témoins positifs. Pour moi, on ne peut pas, si on vous propose de faire ce type d'études sans aucun contrôle qui permet de valider la qualité des résultats, ça me semble un peu trop optimiste. Alors, pour valider le régime alimentaire et la puissance d'identification de la méthode, on a constitué des communautés artificielles d'insectes à partir d'insectes connus et identifiés morphologiquement. Alors on a la chance au CBGP, dans mon laboratoire, d'avoir beaucoup d'entomologistes qui travaillent sur des modèles assez variés. Et donc je leur ai demandé de récupérer des ADN qu'ils avaient extraits pour toutes ces espèces donc là c'est des espèces françaises d'insectes. J'ai amplifié par PCR de manière indépendante. Ici, il y a 7 espèces, c'est 7 espèces différentes, et je les ai inclus dans mon séquençage. Et ce séquençage, je l'ai fait 3 fois, donc en triplicant indépendant. Et on voit bien qu'on retrouve, donc pour les 3 premières barres de l'histogramme, ici on a le pourcentage de séquences obtenues pour chacune des 7 espèces. On voit bien qu'on retrouve de manière plus ou moins homogène les 7 espèces que j'ai mélangées de manière équimolaire au niveau du séquençage. On a en rouge ici ce qu'on appelle un pseudogène de cette espèce-là, c'est-à-dire une copie nucléaire du gène COM. C'est des phénomènes qui peuvent arriver et compliquer un peu l'analyse. Donc on a un type de séquence ici qui est une séquence non spécifique. Et puis des séquences ici qui sont des séquences un peu non identifiées, qui peuvent être, on en a parlé hier, des chimères recombinant entre 2 espèces qui ont été mélangées. Et donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé mes 7 ADN en dosant mes ADN, en mettant la même quantité d'ADN pour les 7 espèces d'insectes, ces 7 espèces d'insectes-là. Et on voit que, donc pour simuler une composition un peu complexe d'un régime alimentaire de chauve-souris. Et on voit que du coup, mes amorces PCR
probablement ont un biais d'amplification, puisque j'ai beaucoup plus de séquences pour ces 3 espèces-là, et de manière répétable, que pour ces 4 espèces ici en haut de l'histogramme. Et il y a même une espèce ici voilà, qui est très très faiblement représentée en termes de nombre de séquences, mais je la sors quand même 3 fois de manière répétable pour mes échantillons. Tu peux bien compris la différence entre les 3 bandes de gauche et les 3 bandes de droite? Alors ça, c'est un séquençage indépendant. En fait, bon, pour plus de facilité, j'ai rassemblé les données sur une même barre d'histogramme, mais ces séquences-là, je les ai produites de manière indépendante de celle-ci, de celle-ci et de celle-ci. Voilà. Donc les quantités respectives, elles n'ont pas nécessairement de sens. Là. Alors elles ont un sens dans le sens où je les ai séquencées sur le même run de séquençage. Donc probablement que les PCR ici étaient un peu plus faibles, ont un peu moins bien fonctionné. Voilà. J'ai produit un peu moins de séquences pour cette PCR-là par rapport à cette PCR-là. Et celle de droite, c'est vraiment un mélange et j'amplifie en mélange mes 7 espèces comme je vais le faire par la suite avec mes extractions d'ADN à partir d'excréments de chauve-souris, de guano. Et là, on voit que les biais sont plus importants. Mais, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut travailler avec cette méthode en présence-absence et on arrive à détecter de manière fiable les choses, les différents taxa. Par contre, au niveau quantitatif, même quand on met la même quantité d'ADN au départ pour tout le monde, on voit bien qu'on n'a pas la même quantité de séquences à la fin. Donc on ne va pas pouvoir évaluer la quantité relative qui a été ingérée d'insectes dans une crotte de chauve-souris. Ce biais d'identification, il peut être quoi? C'est probablement les amorces, des petites variations nucléotidiques au niveau des amorces PCR qui font que les amorces PCR s'accrochent un peu moins bien sur certaines espèces que sur d'autres. Peut-être parce qu'il peut y avoir des mutations sur Il y a des mutations, espèces, exactement. sur la partie du génome Qui correspond à l'amorce, exactement. Hier, dans le dernier exposé, on avait une idée, l'étude montrait une idée de la sélection des proies, une idée de la quantité des proies sélectionnées, et du coup ça implique de caler préalablement. Alors la quantité, elles ne sont pas toujours connues à l'avance. Alors l'aspect quantitatif, c'est qu'on saura à peu près le nombre d'individus ou dans combien d'échantillons on retrouve telle ou telle espèce. Par contre, on ne saura pas pour un échantillon donné si la chauve-souris a ingéré un nombre important d'individus de telle espèce ou un seul individu. Pour moi, il faudrait le calibrer, mais à mon avis, c'est impossible. Enfin, moi, honnêtement, j'y crois pas trop. On peut s'avancer beaucoup, je trouve, la dernière diapo. Ouais, moi, je pense qu'on peut faire de la présence-absence et je pense aussi qu'on a pas mal, avec la manière dont on filtre les données qui est assez drastique, je pense qu'on n'a pas trop de faux positifs en tout cas, parce qu'on contrôle pour toutes les contaminations possibles, etc. Par contre, on a probablement des faux négatifs. C'est-à-dire des choses qu'on a du mal à amplifier par PCR, des espèces qui ont du mal à sortir, et du coup on détecte pas tout, on détecte ce qui est présent, mais on n'est probablement pas complètement... Hier, il me semble que M. Corse avait identifié des individus proies différents qui n'avaient pas le même profil de génétique, et c'est la raison pour laquelle il avait dit, je pense qu'il y a au moins 3... Quand il y a une mutation entre 2 individus de la même espèce, effectivement, on voit bien qu'on a 2 types de séquences. Il y a d'autres phénomènes qui peuvent expliquer que pour un seul individu, on a 2 types de séquences. Il peut coexister plusieurs variants mitochondriaux au sein d'une même cellule. C'est ce qu'on appelle l'hétéroplasmie. Donc c'est un peu délicat de faire une interprétation d'une variation au sein d'une espèce en disant que j'ai affaire à 2 individus, parce que ça peut être aussi des phénomènes biologiques. On a essayé d'aller plus loin en mélangeant 13 espèces, donc là c'est des espèces exotiques étrangères qui n'existent pas forcément en France. Donc avec ces 13 espèces-là,
qu'on sort de manière à peu près homogène quand on les amplifie par PCR de manière indépendante, on voit là aussi qu'on a des biais d'amplification en fonction des espèces qu'on essaie d'amplifier, et certaines espèces qu'on sort très très peu. C'est le cas de cette espèce-là en orange clair, qui sort, alors croyez-moi sur parole, hein, parce qu'on ne la voit plus du tout au niveau de l'histogramme, mais qui sort avec quelques dizaines de séquences. Donc on arrive quand même à détecter cette proie-là qui sortait très bien ici et qui sort plus du tout, enfin qu'on ne visualise plus du tout ici, mais l'échantillon sort quand même positif avec quelques séquences. Voilà. Donc des biais liés à l'utilisation des amorces, mais une détection quand même exhaustive de ce qu'on a mis en mélange. Qu'est-ce que c'est le pseudogène? Alors tout ça là, ces pseudogènes, c'est en fait des copies, nucléaires du gène COE1. Donc c'est des phénomènes de copies par erreur dans le génome nucléaire de la copie mitochondriale. Et ces copies-là, elles peuvent évoluer de manière un peu différente de la copie mitochondriale. Ça code plus forcément pour quelque chose. Et donc il y a des mutations qui vont s'accumuler dans ces copies-là. Et on va avoir un signal taxonomique sur ces copies-là qui va s'éloigner un peu de la copie mitochondriale. Donc si la copie nucléaire est récente et n'a pas trop évolué, elle va nous donner la même identification. Et si elle a évolué et qu'elle a accumulé des mutations, on ne va plus pouvoir en faire grand-chose, elle ne va pas nous donner une information précise. Et donc là, on voit qu'on a ces copies, on a quelques copies là en gris clair. D'un point de vue fonctionnel, ces pseudogènes, ils servent à quelque chose? En tout cas, on ne connaît pas leur fonction, mais ils ne codent plus pour une protéine, quoi. Donc c'est de l'ADN qu'on appelait dans le temps ADN poubelle. Bon, ça a probablement un rôle, mais en tout cas, on ne le connaît pas, quoi. Un peu en retard, je vais essayer d'accélérer. Donc ça, c'est les 6 kits d'extraction que j'ai utilisés pour mes tests, avec le nombre d'extractions qui a été fait pour chacun des kits, et le prix remisé. Je négocie toujours avec les fournisseurs, donc ça ne va pas forcément être les mêmes prix que ceux qu'on a vus hier et que je vous avais mis sur le diaporama d'hier. Et on voit qu'en fait, donc j'ai essayé d'évaluer par 4 critères chacun des kits: le prix, la facilité d'utilisation, le succès de séquençage de lots, est-ce que j'obtiens des séquences de lots ou pas, et le nombre moyen de variants obtenus de séquences que je sors de proies. Alors le meilleur que j'ai mis en vert, c'est un kit qui existe en format plaque 96, donc il est plus facile à utiliser, il permet d'aller plus vite. Et effectivement, il sort, alors il y a celui-là aussi qui est pas mal, mais j'ai testé très peu d'échantillons, c'était un kit de test, donc je n'ai pas forcément pu conclure. Mais celui-là, il sort un peu mieux. Alors je ne sais pas si c'est significatif, je n'ai pas fait de test statistique. Il sort un peu mieux les autres que les autres. Et on a un nombre également de variants de proies qui est un peu plus important. Donc, bon, et ça tombe bien, il est facile à utiliser, pas cher. Donc pour les autres échantillons, on utilisera ce kit-là. Donc on n'a pas analysé toutes les données pour le moment, donc là je vais me focaliser sur les 252 premiers échantillons qu'on a commencé à dégrossir avec l'aide de Jean-Baptiste. Donc en ce qui concerne les identifications de chiroptères, on a à peu près 30 échecs d'identification, c'est-à-dire donc pour 12% des échantillons, on n'a pas de séquence claire de chiroptères. Pour 15 de ces échantillons, on a un résultat ambigu. Donc on a 2 chauves-souris qui sortent. Probablement une contamination, soit sur le terrain avec les outils de prélèvement, soit au laboratoire. En tout cas, 2 types de séquences de chiroptères. Et puis, tout de même, 207 identifications moléculaires non ambiguës. Donc 82% des échantillons qui sont cohérentes avec
donc 80% sont cohérentes avec les identifications qui ont été faites sur le terrain. Bon, ce qu'il faut savoir là, en ce qui concerne les échecs, c'est que les échantillons n'avaient pas été stockés de manière optimale. C'était dans des tubes hermétiques à température ambiante. On commençait à avoir un développement de champignons sur certains de ces échantillons. Donc, quelque part, c'était bien parce que ça reproduisait un peu ce qui peut se passer sur le terrain quand on récupère des échantillons non invasifs, c'est-à-dire une dégradation des échantillons et de l'ADN qu'ils contiennent. Donc l'identification moléculaire était correcte pour pas mal de chiroptères, mais pour certains, il y avait quand même une ambiguïté entre des espèces du même genre, relativement proches, mais par chance, dans la zone d'étude étudiée, une seule des deux espèces possibles que nous donnait la base de données BOLD était présente. Donc c'est bien d'avoir une connaissance un peu de la répartition des différentes espèces qu'on détecte, parce que même si on a le choix, et que BOLD nous dit qu'on a le choix entre 2, 3, 4 espèces, si les 3, 4 espèces supplémentaires ne sont pas présentes, s'il y en a une seule qui est présente, on sait que c'est celle-là. C'est bien d'avoir un a priori là-dessus, voire de constituer ce qu'a proposé Emmanuel Corse hier, de constituer sa propre base de données, son propre inventaire pour connaître un peu les espèces présentes sur le terrain d'étude. Cette identification elle est peu résolutive, même après les tests que vous avez faits sur les chiroptères? On savait... alors les identifications morphologiques, j'imagine, sont fiables, qui sont faites sur le terrain. Après, le bout de gène COA1 qu'on amplifie, il est assez court. Et pour certains mammifères, Emmanuel Corse l'a dit hier, et pour des espèces proches, elle n'est pas forcément résolutive. On utilise, au laboratoire, quand on étudie uniquement, quand on fait uniquement de l'identification de mammifères, on utilise plutôt le cytochrome B. Donc on a l'équivalent en cytochrome B. L'idée de départ, c'était d'utiliser le cytochrome B pour les chauves-souris, le COA1 pour les insectes. Et puis finalement, on voit qu'on arrive à s'en sortir avec le COA1. Pour les échantillons ambigus, on peut faire un test supplémentaire à partir du gène cytochrome B pour préciser l'assignation taxonomique. Oui, je n'ai même pas dit à quoi allait servir, mais Jean-Baptiste l'a un peu présenté. Bon, l'idée, c'est d'avoir un peu une idée des régimes alimentaires des chauves-souris en fonction des saisons, des populations qui ont été échantillonnées, des espèces, quoi. Et c'est également de mettre en lien les régimes alimentaires qu'on sort avec l'écotoxicologie et les détections de polluants qui vont être faits par nos collègues du laboratoire chrono-environnement à Besançon. Donc de voir s'il y a un lien entre certaines espèces ingérées et des polluants qu'on retrouve chez les animaux. Donc au niveau des identifications d'arthropodes, on a analysé, donc hier Emmanuel vous a dit qu'il avait, après filtrage des données, 89 variants. Nous on en a beaucoup plus et on s'est focalisé sur les 600 variants les plus abondants qui représentent 88% des séquences qui ont été produites au niveau du séquençage. Il y en a 456 de ces variants qui sortent avec une identification d'arthropodes, parce que parmi ces variants, on a aussi de la chauve-souris et on a d'autres types de séquences. Et parmi ces 456 variants, on a réussi à identifier 266 espèces. Alors, je n'ai pas mis la proportion de variants qu'on arrive à identifier à l'espèce, mais ce n'est pas si mal que ça. Ça doit être dans les 70 ou 80% des variants pour lesquels on arrive à sortir une ou deux espèces de manière vraiment fiable. Et parmi ces 266 espèces, 43 sont des bioagresseurs au sens large, donc soit des ravageurs de culture, des insectes piqueurs, des choses comme ça. Pour 15% des échantillons, on n'a pas de séquences ou des séquences indéterminées de proies potentielles. 215 identifications moléculaires à l'espèce et en minorité au genre. Donc
ça c'est 85% des échantillons. Et on a 5 variants par échantillon en moyenne. Alors ça ne veut pas dire forcément 5 proies différentes. Parfois on a, ce que je vous disais, des phénomènes d'hétéroplasmie. On a 2 séquences légèrement différentes qui nous donnent la même assignation taxonomique, donc la même espèce. Bon, ça c'est juste pour, de manière très très brute, parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller plus loin pour le moment, c'est le nombre de séquences au niveau du run de séquençage qu'on obtient pour les différents ordres d'arthropodes. Voilà, donc une grosse partie de lépidoptères et de diptères, mais pas que, on a des coléos, etc. Et ce nombre de séquences n'est probablement pas du tout relié à l'abondance des proies qui sont ingérées. Là, il y a un travail encore à faire pour transformer ces données-là en présence-absence et pour avoir le détail du nombre d'échantillons dans lequel on détecte telle ou telle proie. Donc là, c'est pas au nombre d'espèces, c'est un nombre de séquences. C'est un nombre de séquences. Désolé, j'ai pas eu le temps, on n'a pas fini encore ces analyses-là, et ça sera intéressant d'ailleurs de comparer cette figure-là à la figure du nombre d'échantillons positifs pour les différents ordres, et on aura probablement quelque chose de très différent. Juste un exemple de résultat qu'on a obtenu, donc là c'est pour 6 échantillons, analysés en triplicat, pour toutes ces espèces, donc avec des identifications pour la plupart à l'espèce, et 3 espèces de chauves-souris ici, donc en vert, en bleu et en rouge. Alors dans cet échantillon-là, ce qu'on peut voir déjà à l'œil, c'est que les données sont relativement répétables entre elles. Elles commencent à devenir ambiguës pour les choses qui sont un peu rares, les ADN qui ne sont pas très abondants dans l'échantillon. Mais pour ce qui sort majoritairement, c'est pas mal. On a à la fois donc, des séquences de lottes et puis des séquences d'arthropodes, de manière plus ou moins équilibrée en fonction des échantillons. Et puis dans cet échantillon-là, on a du loir. Il y a quand même une part d'interprétation à avoir, et puis tous ces insectes-là. Alors, parfois, on a des séquences qui sont relativement abondantes, mais sur lesquelles on n'arrive pas à mettre un nom parce qu'ils ne sont pas présents dans les bases de données. Et dans cet échantillon-là, donc on a du loir, et on a une mouche là, donc c'est Musca autumnalis, qui est une mouche qui aime bien se mettre au coin des yeux des vaches et puis charcuter un peu la chair. Voilà. Et donc là, l'hypothèse de cet échantillon-là, une des hypothèses possibles, c'est que la mouche a été charcutée un loir, et puis ensuite a été ingérée par la chauve-souris, ce qui expliquerait qu'on trouve de l'ADN de loir dans cet échantillon-là. Ouais, alors j'ai sélectionné des échantillons un peu jolis, mais globalement, quand même, on était assez surpris. Hein. Moi, je ne pensais pas sur des arthropodes à arriver à ces niveaux d'identification-là. Mais avec du régime alimentaire ou des manips de métabarcoding ou de barcoding au Sénégal, avec le même fragment, on a utilisé le même fragment, il y aurait des points d'interrogation partout, là, quasiment. C'est vraiment parce qu'on est en France et qu'il y a eu un gros travail de barcoding. Ouais. D'où l'utilité, à mon avis, de faire un travail, de constituer sa propre base de données sur son terrain d'étude. Alors ça demande un gros effort, et puis au niveau budget, c'est quand même plus conséquent. Mais le travail qu'a fait Emmanuel Corse sur l'APRON, c'est ce qu'on est en train de faire aussi au Sénégal dans les champs 2000. Voilà, quand on est sur des sites d'études où il n'y a pas eu énormément de travail de barcoding qui a été fait, je pense que c'est indispensable d'avoir un inventaire de ce qu'il est possible de trouver dans des échantillons environnementaux, et de faire appel à des spécialistes pour faire de l'identification morphologique et faire en parallèle des séquences classiques pour avoir une base de données de référence à laquelle comparer des échantillons environnementaux. Voilà, puis juste pour remercier les différents LabEx et financeurs
avec qui on travaille, le LBBE de Lyon et mon laboratoire, le CBGP, et surtout les associations donc, qui ont travaillé avec Jean-Baptiste pour collecter toutes ces données-là, avec pas mal de nuits blanches. Il y a un travail assez conséquent qui a été fait, quoi. Voilà, merci.